Et c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mon Prospecteur numéro 9. Neuf! 9, 9, 9. On est déjà rendu à 9, tabarnouche, ça avance si vite cette histoire-là. On va se rendre Extraordinaire. encore. À combien, Oli? Alors, on va On en se fait rendre combien? à 100. 100. On aime ça, le chiffre 100. 100. Ok, on va encore fêter à 100. Ça c'est rentré dans ma tête. 100, c'est le chiffre On va où se l'on rendre à 100, c'est le chiffre magique. Yes! Yes, avec mon co-animateur, vous le connaissez bien, Oli Lepage, Olivier Lepage. Donc, ça va, Olivier? Quoi de Salut! neuf? Ah oui, ça va super bien. Puis écoute, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a tellement de choses qui se sont passées. Comme vous pouvez remarquer, finalement, pour ceux qui regardent en vidéo, on est habillés exactement pareil. La Fait que, même place. oui, vous aurez compris qu'on a enregistré ça la même journée. Mais pour vous, ça va être diffusé probablement à une semaine d'intervalle. Fait que faites comme si c'était une semaine après, parce que pour nous autres, c'était juste après. Joue à game, gang. OK, s'il te plaît? On vous demande Ouais, de c'est jouer la ça, game. c'est ça, c'est ça. Mais sinon, bienvenue tout le monde et merci d'être là. Merci d'être à l'écoute du podcast Mon Prospecteur avec plein d'informations indispensables juste pour vous. Nous autres, on décortique, on tire l'information, on force les gens à partager tous leurs trucs et puis leur façon de fonctionner pour vous aider, puis pour vous donner de l'information, puis un petit peu de divertissement aussi. Faut pas se le cacher, hein? On est un petit peu là aussi pour vous divertir. J'espère qu'on réussit. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas. Faites-nous en part sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a Il y plein en a d'autres? plein Bon, d'autres. ok. Phew, une chance que Si tu es vous, là, sinon je serais perdu. si vous avez des questions précises que vous voulez poser au monde, vous pouvez nous l'écrire et nous autres, on va poser ces questions-là. Ça peut être très intéressant, poser ces questions-là aux investisseurs. Des fois, on pense pas à toutes les questions. Donc, si on peut avoir de l'aide des auditeurs, ça serait magnifique. Excellent. Donc, yes, on parle aujourd'hui avec Mathieu Leclerc. Rien de moins Oui, que Mathieu Leclerc, grand investisseur immobilier. Il a commencé en étant courtier immobilier spécialisé dans le multilocatif. Et absolument. avec, comme il disait, qu'avec sa mère, ils se sont lancés un peu sur un coup de tête. En tout cas, sa mère s'est lancée sur un coup de tête. Et on se dit, ça te tente-tu d'être courtier immobilier? Ah ouais, on se lance, on devient courtier immobilier. Puis regarde, ça a été un big move, le meilleur move de leur vie, je pense, parce que ils sont rendus des courtiers à grand succès. Oui, Ils ont vraiment une coupe de porte. Dans le fond, ils nous parlent beaucoup de l'optimisation immobilière tout le long du podcast. C'est vraiment oui, intéressant, comme quoi qu'il fait pour augmenter la valeur de ces exact. immeubles. Puis je De dirais donner même, c'est quoi les meilleures choses qui font augmenter le plus de valeur? C'est vraiment bon, je vous dis. Prenez-en note, l'optimisation de valeur, ils nous en parlent beaucoup. Puis c'est vraiment important pour tous ceux qui veulent justement maximiser leur investissement. En effet, Mathieu qui est très agressif, se gêne pas pour vraiment rénover à 80% ses immeubles, pas rénover, tasser des murs. Donc, c'est une stratégie vraiment agressive qui a été payant pour lui. On se le cachera pas parce que ça va très bien ses affaires. Il nous parle aussi qu'il gère un immeuble à distance, nous donne des trucs, des Oui, applications pour l'aider. Donc, plusieurs immeubles même à distance. oui, oui, C'est vrai, puis il y ouais. a des bons trucs par rapport à ça qui nous partagent. C'est vraiment intéressant. Comment faire la gestion à distance, justement, parce que c'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais lui il nous fait part de ses trucs, comment ils fonctionnent, lui et son groupe, évidemment. Puis d'ailleurs, il nous parle beaucoup de partenariats, qui trouvent que c'est En tellement effet. une bonne idée, puis c'est vrai, c'est bon pour tous ceux et celles qui sont un petit peu plus tout seuls, puis qui aimeraient avoir un partenariat. Ben, Mathieu Leclerc nous fait part de lui, comment il a fonctionné avec ses partenaires. Oui, en fait, il trouve pas que c'est une bonne idée, il trouve que c'est la voie C'est d'avoir du vrai. succès. Le partenariat, c'est la clé. La clé. C'est ça. On a trouvé la clé, c'est le partenariat. Aussi, vite, vite, il vous va parler de son flip. Il a fait utiliser une stratégie avec le propriétaire qui est vraiment intéressante. Comment t'appelles ça, Olivier? Tu t'avais nommé ça? En anglais, ça s'appelle Subject to, ou en français, si on traduit, c'est sujet à. Je ne sais pas Sujet pourquoi A. ça s'appelle comme ça, mais c'est le nom. C'est le nom que ça porte. Puis c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup décortiqué c'était quoi exactement, là, sujet A. Là, ce que ça consiste, c'est que le propriétaire reste propriétaire sur les titres, mais en pratique, l'investisseur se retrouve à faire les rénovations, investir de l'argent, injecter du capital pour rénover, pour optimiser la valeur, comme Mathieu Leclerc nous fait part. Puis ensuite de ça, ben, il y a un partage de profit qui se fait. Donc, le propriétaire reste sur les titres, mais il y a un partenariat qui est créé pour optimiser la valeur, puis après ça, revendre. Excellent. On dévoilera pas tout. On va laisser la chance à Mathieu Leclerc de le faire. Donc, guys, ayez une bonne écoute. Écoutez Oui, ça prenez des notes, vraiment. là. Il nous parle aussi de logiciels super bons qui
qui nous Oui. dit d'essayer justement pour sa gestion ou quelques places aussi, il nous parlait de ses travaux et tout ça. Il y a des bons trucs, vous allez voir. Écoutez Ah, il ça! a parlé de plein d'affaires. On va le réinviter, comme qu'on disait, ça c'est sûr à C'est 100%. vrai qu'on avait pas mal de jasettes avec lui d'ailleurs. Yes, donc gang, on vous laisse là-dessus. Fait Allez, que une ça a bonne été un journée. plaisir. Bonne écoute tout le monde. Et voici Mathieu Leclerc. Voilà, c'est parti. Bon. Alors, on va faire comme si on venait de s'appeler, puis là, c'est tout nouveau, puis là, on va dire allô. Puis là, Bonjour. Non, pas tout de suite. Mais là, tu me prends par surprise, là, je n'étais pas prêt. Ouais. Ah, tu veux t'animer à notre place, Mathieu? Ça va être Je vais vous intéressant. laisser. Je pense que vous avez une expérience dans le domaine. Bon, Yes. attention. Fait que, 3, 2, 1. Hey, hey, salut Mathieu! On Ah, est vas-y. synchronisés! Fais-le, celui-là, Ali. Ouais. Bon, Ouais. C'est là ok. vous deux. On Je te coupe. le laisse. Prise 2. Hey, salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien à vous deux. Excellent, on est content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui pour pouvoir partager ton expérience et tes connaissances. Merci de l'invitation, c'est grandement apprécié. Puis ça va me faire plaisir justement de partager le maximum de connaissances que j'ai. Excellent. Fait que, Pour commencer, un peu, Ouais. parle-nous, la petite question vague qu'on pose à tout le monde, parle-nous de ton parcours. Pourquoi tu es là-dedans? Parce qu'on a lu un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je sais pas, ça devrait sonner des cloches à beaucoup Ouais. d'investisseurs. Là. Si tu es investisseur et tu n'as pas lu ça, tu n'as rien compris. Donc, on a lu Père riche, Père pauvre. On a assisté, dans le fond, au Club des investisseurs immobiliers il y a 12 ans de temps. On a été les premiers, justement, à assister au coaching. Puis d'ailleurs, je pourrais remercier Jacques Lépine toute ma vie de m'avoir ouvert les yeux sur l'investissement multilocatif. salut Jacques. Donc, on a fait le coaching avec Jacques il y a 12 ans. Pendant ce coaching-là, j'ai pris la décision de devenir courtier immobilier parce que j'ai réalisé que j'ai toujours eu un intérêt pour l'immobilier, mais j'ai jamais vraiment été plus en profondeur. Parce que le moindrement, j'allais faire des visites chez des amis ou j'allais rencontrer du nouveau monde, je faisais toujours le tour de la propriété, puis c'était un réflexe. Ouais. Un réflexe, je regardais quelle rénovation qu'il avait faite, comment c'était. Et j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Fait que pendant la formation, je me suis dit, je vais aller suivre mon cours de courtier. Par chance, j'ai ma mère, dans le fond, qui a dit, ben moi aussi, je te suis, ça m'intéresse. Donc, elle était première retraite. Elle a parti son entreprise de formation qui donnait de la formation pour Bell, puis elle a dit, ben je te suis, moi aussi, ça m'intéresse. Pendant ce même coaching-là, ma mère a eu de l'intérêt justement pour déposer un offre d'achat sur un premier 18 portes. Puis, elle avait la capacité financière pour faire l'achat elle-même, mais il aurait fallu qu'ils retirent tous leurs capitaux, dans le fond, de placement. Puis, ils auraient payé beaucoup d'impôts. Donc, ils ont pris la décision justement de former des groupes d'investisseurs, former un groupe d'investisseurs. Pendant justement ce coaching-là, moi, je leur ai dit, pourquoi vous approchez pas les membres du coaching? C'est ce qu'ils ont fait. Puis à partir de là, ils ont formé un groupe de 6 actionnaires. Puis moi, dans le fond, j'ai des petites parts dans le groupe de mes parents, mais pas dans le groupe total, parce que j'ai aidé dans la gestion, j'ai aidé aussi au montage. Puis là, je les aide présentement dans une des acquisitions qu'ils ont faites justement à Montréal. Ouais, c'est mieux Ok. 1% d'un gros gâteau que 100% de rien, hein? C'est ce que je me dis. Ouais. Puis, il y en a beaucoup justement qui veulent pas nécessairement former des groupes d'investisseurs. Selon moi, c'est un des effets de levier le plus puissant qu'il n'y a pas. Parce qu'au bout de la ligne, on diminue le risque, on diminue la mise de fonds, on augmente la capacité d'achat. Puis, non seulement ça, mais on utilise les forces du groupe. Nous, dans le groupe, dans le fond de ma mère et de leur groupe, il y a un avocat, il y a un pharmacien, il y a un directeur d'école, il y a une autre avocate qui est à la retraite. Fait que toutes ces personnes-là apportent une valeur ajoutée. Puis non seulement ça, mais veut pas, ils ont aussi une capacité financière. Donc, ça devient vraiment intéressant. Là. Le partenariat, selon moi, là, c'est l'effet de levier le plus puissant qu'il n'y a pas dans l'investissement multilocatif, multilogement ou dans l'investissement immobilier tout court. Ah, je suis content d'entendre ça. Fait que, groupe, mixez-vous ensemble. C'est ça la morale de l'histoire. Exact, sauf que la chose qui est très importante quand on forme un groupe d'investisseurs, c'est toujours définir quels sont les objectifs. C'est la chose la plus importante. Il faut que la vision soit la même. Tu sais, si quelqu'un dit « Ah, moi, je vais acheter, mais je veux profiter des dividendes ou la liquidité générée, je vais en profiter. »
Ben, c'est pas le but de l'investissement. Le but, c'est de réinvestir la liquidité générée dans les immeubles afin de les optimiser et de créer un effet de levier. Donc, si le moindrement, il y a un des partenaires que c'est son objectif, la vision n'est pas la même que la vôtre. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Il faut que le partenariat fit. Il faut que la vision soit la même, que les objectifs soient les mêmes. Il faut très bien connaître aussi les partenaires avec qui on investit. Parce que c'est comme un mariage. Est-ce que tu te marierais avec quelqu'un que tu connais pas? Moi, non. Peut-être, si elle est belle. Ben, elle a les poches profondes, puis elle a tous les qualificatifs. Peut-être, mais je me marierais pas. J'essaierai avant. Okay. Ouais, c'est ça. On dit salut à blonde à Pat. Ah oui! C'est Roxane, hein, c'est ça? Roxane, ouais, ça, c'est ma blonde. Ben, attends, t'as coup que ça change quand ça va être diffusé, on sait jamais. Oh non, c'est une joke. Je vais trouver l'autre Roxane, c'est correct, ça. Il y en a plein. OK, on s'est perdu un peu. Y a-tu, Mathieu, pour revenir au sujet, y a-tu un peu des frictions dans votre groupe ou c'est un peu tout le temps rose? Ben, tu sais, puis quand tu dis notre groupe, moi, comme je dis, je suis dans le groupe de mes parents. Tu sais, je fais partie, dans le fond, de l'entité de mes parents, puis ils ont chacun parti un groupe, chacun parti, dans le fond, de Société par Action, qui est une compagnie de gestion et une compagnie d'opération. Donc, les 6 ont chacun leur compagnie de gestion et ils ont injecté les capitaux dans la compagnie d'opération qui détient les immeubles. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu des frictions? Non, parce qu'ils ont mis carte sur table dès le départ. Moi, ma mère, elle a dit, avec les connaissances qu'on a, le bagage et la disponibilité, parce qu'on est courtier immobilier, c'est moi qui vais gérer le portefeuille. Oui, je vais vous consulter pour prendre les grosses décisions comme la réinjection de capitaux lors de rénovation des logements, mais les petites décisions, là, hey, on reloue un logement ou je repeinture ou jamais elle les consulte. Ouais. C'est elle qui prend les décisions. Okay. De cette façon-là, t'évites qu'il y ait des frictions. Quand on est 6, 7, 8 à prendre des décisions, les chances d'avoir des frictions sont beaucoup plus élevées. C'est sûr et certain. OK. Tu m'as parlé, c'est intéressant, d'une compagnie de gestion puis une compagnie d'opération. Peux-tu expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce que ça fait? C'est des avantages fiscaux. Ça dépend encore une fois quel est l'objectif du client. Puis, tu sais, nous, on a fait ça par rapport aux connaissances qu'on avait avant. Avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on l'aurait fait dans une fiducie? Oui, probablement. Là, d'ailleurs, au niveau gouvernemental, il y a des gros changements qui sont en train de se produire au niveau des fiducies. Donc, moi, ce que je conseille, là, première étape, là, définir son profil d'investisseur quand on va investir dans l'immobilier multilocatif ou dans l'immobilier de cours. 2, définir c'est quoi son véhicule de détention. Ces 2 éléments-là, là, c'est la fondation même de l'investissement multilocatif ou de l'investissement immobilier. Si tu sais pas ça, les chances de te planter, là, ta fondation va être wobbly, là, puis à un moment donné, tout va s'écrouler. Fait que là, Mathieu, tu nous parles de définir son profil. Là. Moi, là, je connais rien en immobilier, j'ai aucune idée. J'ai vu mon frère qui a acheté et qui a vendu une maison. Qu'est-ce que ça veut dire, définir ton profil? C'est quoi ça? Définir son profil, dans le fond, là, c'est de regarder exactement quel rendement, toi, te satisfait. Est-ce que toi, tu es prête à acheter des immeubles qui sont vraiment en manque d'amour, qui ont des problèmes de structure, que tu strippes au complet, que tu recommences de A à Z, ou tu es plus à l'aise à du flip, mais flip détention, là, mais flip plus esthétique? Donc, les logements sont déjà potables, il n'y a pas de problème de structure, il y a moins de travaux, puis il y a moins de risques. Bien, c'est sûr et certain que tu vas le payer plus cher. Ouais. Le monde qui sort du créneau et qui vont aller acheter des immeubles justement qui sont en manque d'amour, bien, ils vont avoir pas un effet de levier plus élevé, puis ils vont avoir plus de marge pour négocier. Fait que c'est vraiment de te connaître toi en tant que personne. Si toi, tu es du genre stressé quand tu trouves justement un problème dans un immeuble, tu as vu quelque chose chez vous, tu as vu une craque dans la fondation puis tu paniques, tu n'es peut-être pas la personne idéale pour faire des projets d'envergure, comme j'ai dit tantôt, où est-ce qu'on refait les solives de plancher et on recommence tout au complet de A à Z. Ouais. Fait que de gager un petit peu son temps par rapport à sa tolérance au risque. Puis... OK. Moi, Mathieu, mettons, je ne suis pas un investisseur. J'ai vu ma petite sœur qui a acheté une maison. Je ne connais rien là-dedans. C'est quoi un véhicule de détention? Un véhicule de détention, dans le fond, tu peux l'acheter ou personnel, si tu veux. Puis c'est encore une fois, toujours consulter un avocat ou un fiscaliste qui va pouvoir t'aiguiller en fonction de tes objectifs et en fonction de ta réalité. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté dans une société par action que toi, tu dois acheter dans une société par action. Tu devrais, dans le fond, consulter un avocat fiscaliste qui va analyser ton dossier, ton profil et qui va te conseiller en fonction de ça. Le véhicule de détention, c'est dans quoi tu vas détenir les immeubles. Qui est propriétaire, dans le fond. Exact. Dans le fond, c'est
comment tu vas déposer les offres d'achat, au nom de quelle entreprise, comment le montage avec ton partenaire financier va être fait aussi. C'est pour ça que je dis les premières étapes, là, c'est vraiment connaître ton profil d'investisseur et le véhicule de détention. Si tu achètes dans une compagnie, dans une société par action, dans une fiducie, ton partenaire financier, il ne traitera pas le dossier de la même manière. Ton taux d'intérêt va être différent, donc ton calcul de rentabilité va être différent. Ouais. Guys, ceux qui écoutent, si vous ne comprenez rien là-dedans, si vous êtes à la base, Mathieu est plein de belles connaissances, puis aussi des super belles lunettes. Fait qu'appelez-le, puis demandez-lui un petit peu de vous aider là-dedans. Parce que sincèrement, c'est le nerf de la guerre. Là. C'est les premières étapes qui sont hyper importantes qui vont définir si vous avez du succès ou si vous vous plantez. Ouais. Okay. Peux-tu nous parler un peu, je sais que tu as une couple d'acquisitions avec ton groupe, peux-tu élaborer un peu là-dessus? Oui, dans le fond, la première acquisition a eu lieu dans le secteur de Saint-Césaire. On habite à Blainville, là, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est Saint-Césaire. C'est sur la 10, c'est environ à 1h30 à 1h45 de où est-ce qu'on habite. Wow! Fait qu'il y en a plusieurs qui auraient dit... Blainville au nord, Saint-Césaire, ça arrive sud, mais loin. Exact, exact. Puis nous, on est à Blainville, qui est quand même assez loin. Puis là, avec toutes les rénovations qui se passent au niveau routier, c'est un sérieux bordel de se rendre là, mais on s'est créé un système, puis on en parlera en temps et lieu. Donc, la première étape, c'est cette acquisition-là qui a eu lieu, c'est un 18 portes. 100% de la liquidité générée, mes parents et leurs partenaires ont injecté 100% de la liquidité générée afin d'optimiser les logements. Les loyers, là, quand ils ont acheté, ils étaient tous à 525, au complet de A à Z. Ils ont payé 1,20 million. Je ne sais pas si je devrais parler de prix, là, je ne serais peut-être pas d'accord que je parle de prix, là, mais bon, peu importe. Nous, on est d'accord. Ils ont payé 1,20 million, puis ils ont payé 30 000 pour 3 terrains annexés aux propriétés. Okay. Il y a un terrain qu'ils ont dû garder parce qu'au niveau de la réglementation municipale pour ce qui est des 6 logements, on devait garder une quantité de stationnement assez importante. Donc, il y avait un des terrains qui a dû être gardé. Okay. Les deux autres ont été vendus 45 000 chacun. Ils ont été payés 10 000. Wow, OK. Juste ça, c'est pas mal. Bon, quand on dit think out of the box, là, quand vous regardez des propriétés, c'est pas juste de regarder, OK, la liquidité est là, ou la rentabilité est là, le rendement est là. S'il y a un terrain annexé, là, on subdivise le terrain, on le revend. Ou on bâtit d'autres choses. Ouais. Il y en a plusieurs qui fonctionnent de cette manière-là, puis c'est une manière justement de trouver des opportunités que d'autres ne considéreront pas comme des opportunités. Ouais. Donc, 100% du cash flow a été réinjecté. Les loyers sont passés de 525, qui était illogique, mais qui était représentatif de l'état des logements, pour se louer entre 725 et 780 $. Wow! Méchante augmentation. Exact, méchante augmentation. La valeur aujourd'hui, puis ça, c'est pendant 11 ans de temps. Là. Ouais. Il y en a qui peuvent faire ça maintenant à Montréal ou dans le grand Montréal métropolitain, puis ils peuvent faire ça dans d'1 à 2 ans. Là. Parce qu'il y a des loyers présentement qui se louent à Montréal qui sont à 700 et qui valent 12-1300 une fois rénovés. J'en ai vu à 380 puis 400. Voilà. Wow! J'en ai vu. Il y en a beaucoup plus que vous pensez. C'est toujours de regarder justement c'est quoi le potentiel, puis eux, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en amenant les loyers à cette valeur-là, la valeur maintenant, aujourd'hui, est proche de 2 500 000. Wow! Donc, c'est une bonne rentabilité en bout de ligne. Non seulement ça, mais c'est que cet immeuble-là a servi de vache à lait. La vache à lait, pourquoi? Parce qu'ils ont refinancé les propriétés, ils ont utilisé l'équité et ils ont racheté d'autres propriétés suite à ça. Donc, il y a un projet de 12 portes qui a été acheté dans le secteur de Saint-Jérôme, qui a été vendu parce que c'était une décision stratégique. C'était des immeubles presque neufs qui ont payé un certain prix, parce que je ne parlerai pas de tous les prix, là, je ne veux pas nécessairement tout divulguer, là, qui ont payé un certain prix X et qui ont vendu à profit parce que, présentement, dans le secteur de Saint-Jérôme, il y a énormément de construction. Oui. Donc, il y a une compétition qui est vraiment agressive. Il était rendu qu'il donnait 2 mois de loyer. Il y avait de la difficulté à augmenter la valeur des loyers. Donc, l'objectif en immobilier, c'est pas de garder les loyers comme ça. C'est de les augmenter tout le temps, mais en offrant une plus-value au locataire. On peut pas juste augmenter le loyer de 200 $ si on n'a pas refait sa cuisine, sa salle de bain, on n'y a pas ajouté un air climatisé. Ben, c'est ce que mes parents ne pouvaient plus faire parce que les logements étaient des constructions 2006-2007. Mais il y a tellement de constructions autour que les locataires avaient le choix de louer du 2014 au bout du jour au même prix. Ouais. OK. Donc, eux, leur objectif, c'était de garder ces immeubles-là à long terme, de les convertir en condos et de les revendre à profit. Mais la réalité les a frappés en plein visage, puis on dit, bon, ben, on prend une décision d'affaires, on vend les propriétés.
En faisant ça, ils ont récupéré 70% de leur mise de fonds de départ de la première acquisition. OK. Ils ont OK. pris leur bille et ils ont racheté 2 autres sixplex dans le secteur de Rougemont, qui est proche de Saint-Césaire. Ouais. Et ils ont racheté un 18 logements suite à ça dans le secteur de Saint-Césaire. Donc, ils ont vraiment attaqué ce secteur-là parce qu'ils ont essayé de centraliser leur investissement parce qu'ils se sont bâtis une équipe de rêve. Le Dream Team, là, ça, c'est une autre chose hyper importante. J'imagine qu'ils ont aimé le secteur aussi pour avoir réinvesti là. Pardon? J'imagine qu'ils ont aimé le secteur de Saint-Césaire-Rougemont puis tout ce secteur-là. Oui. Aimer, oui, c'est bien, mais c'est qu'ils ont analysé le secteur. Okay. Ils ont défini qu'il y avait des entreprises agroalimentaires qui étaient quand même assez importantes et qui employaient une grande partie de la population du secteur. Ça, c'est une autre chose qui est importante. Si vous sortez des secteurs, des grands centres, toujours analyser qu'est-ce qui donne les emplois dans le secteur. Absolument. Je vais donner l'exemple de Sorel. Sorel, Alstom, la Alstom va employer combien d'employés? Ouais. Si moindrement ça ferme ça demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Ouch. Jérôme, c'est quoi le pourcentage sur le nombre d'emplois total que ces grosses compagnies-là Exact, parce que la population à Saint-Césaire, c'est 5000 habitants. Ouais. Et c'est assez petit, merci. Donc, oui, ils ont aimé le secteur. Puis, on connaissait aussi un des notaires dans le secteur. C'est un de nos amis. Là, donc, ça aussi, ça l'a aidé. Là. Mais on aimait le secteur, oui, mais on a vraiment fait nos devoirs au niveau de l'analyse du secteur avant de faire un move. Puis une autre question là, pour l'investisseur qui comprend rien et qui n'est pas trop sûr, mais qui essaie de suivre. Salut à toi. Salut! Comment tu analyses le marché? C'est la question. C'est où est-ce que tu vas? Tu vas-tu lire le journal? Comment tu fais pour savoir il est où le marché? Tu vas-tu à la mairie, à l'hôtel de ville? Comment tu fais pour analyser? Bonne question. Internet maintenant est une base de données là, excessivement importante. Évidemment. Il y a la SCHL qui a beaucoup de données au niveau du marché locatif primaire, qu'on a accès là-dessus, au niveau du taux de vacances, la moyenne des loyers. On peut sortir un rapport complet qui va dire exactement combien les 3,5, 4,5, 5,5 se louent. La moyenne, là. Eux autres, ils ne regardent pas les rénovés, les pas rénovés. Ils font vraiment de moyenne. Il y a aussi la mairie. On a fait une transaction pour un des clients, là, puis il n'y avait pas de données sur Internet. On s'est déplacé à la mairie, puis on a demandé est-ce qu'il y a une demande présentement pour le locatif de qualité neuf? Elle dit il en manque du locatif. OK. Parfait. Donc, le message est clair. Le message est clair. Là, en plus, c'était des logements presque neufs, donc presque qualité condo. Donc, c'est sûr certain que tu te démarques des vieux immeubles dans le secteur. Est-ce que, selon nous, c'était une bonne acquisition? Oui. Donc, oui, la mairie est une place où est-ce qu'on peut aller chercher énormément l'urbanisme et Internet. C'est pas mal les places où est-ce qu'on regarde, là, c'est pas mal. OK. Pour venir à Saint-Jérôme, vous vouliez le convertir en condo à long terme. Pourquoi à long terme? Pourquoi pas à court terme tout de suite le convertir? Parce que l'immeuble a été financé SCHL. Donc, le but était d'attendre la fin du terme de 5 ans parce que quand on finance SCHL, on paye une prime et en fait, on ne paye pas la prime parce que c'est les locataires qui payent la prime. Le monde qui dit la SCHL, moi, c'est pas avantageux parce que je paye une prime. Ça dépend. Si au bout de la ligne, ta mise de fonds au départ n'est pas très élevée, c'est mieux d'acheter SCHL, de faire une petite optimisation pendant le 50 termes et après ça, de refinancer ton immeuble avec la création de valeur que tu as faite. Donc, le but de mes parents, c'était d'attendre la fin du terme, de 5 ans, et de leur groupe, là, je dis mes parents, et leur groupe, c'était d'attendre la fin du terme, de convertir en condo et de vendre à l'unité. La réalité les a ramenés sur terre, puis ils ont fait bon, on les vend, puis je pense qu'ils ont vendu au bout de 3 ans. OK. Ils t'apprennent tes erreurs dans la vie, je suis sûr qu'ils ont appris là-dessus. Ils ont appris, puis l'analyse du secteur est beaucoup plus poussée. L'acquisition qui a été faite dernièrement dans le secteur de Montréal, là, on a vraiment regardé, on a vraiment analysé de fond en comble, on a regardé exactement s'il y avait des condos locatifs, combien que ça se vendait, combien était le pied carré. Parce que si le moindrement le thinking est là d'ici quelques années, ils vont savoir exactement à quoi s'attendre. OK. Tu as dit que ton 18 logements, tu réinjectais le cash flow. Est-ce que tu fais ça à toutes tes acquisitions? Tu réinjectes tout le cash flow? Oui. Avantage fiscal, optimisation de valeur, augmentation de la valeur des loyers, création de valeur et création d'une équité. Création d'équité, dans le fond, qui te permet d'acheter d'autres choses. Oui. Et
La chose qui est importante, c'est que le monde il dit ah oui, mais les locataires, ils veulent pas qu'on augmente les loyers. Ça dépend. Les locataires, c'est pas des locataires, c'est des clients. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr qu'ils voudront jamais qu'on augmente, là. C'est C'est évident. logique. Ouais. Et puis, le monde qui font rien dans leur logement puis qui demande je vais t'augmenter de 50, c'est sûr que le locataire va refuser. Ouais. Oui. Si tu tentes le pouls de ta clientèle, tu leur demandes toi, là, si je refais ta cuisine ou si je refais ta salle de bain, moyennant X augmentation, puis tu lui montres des exemples de qu'est-ce que tu voudrais faire, le locataire va peut-être faire finalement, j'aimerais savoir une nouvelle cuisine, puis oui, je serais prêt à payer le 100 $ de plus parce que mon loyer est vraiment pas cher. Absolument. C'est vrai, puis je l'essaye tout le temps, puis ça marche, je te dirais, 8 fois sur 10. Et voilà. C'est toujours think out of the box, puis c'est Ouais. de rencontrer ses clients et de tenter le pouls de sa clientèle afin justement de pouvoir faire qu'est-ce qui a été fait et réinjecter le cash flow. Oui, il y a de la brique qui a été refaite, mais la brique, les fenêtres, les choses comme ça, c'est essentiel parce qu'on protège notre investissement. Mais c'est pas ça qui crée de la valeur. Qu'est-ce qui crée de Non. la valeur? C'est des nouvelles fenêtres, oui, parce qu'on diminue le coût énergétique, oui, mais c'est l'esthétique. Ouais. Le monde sont prêts à payer pour du beau. Donc, OK. Fait que la peinture, tout ce qui est vraiment luminaire, esthétique. cuisine, salle de bain. Exact. Cuisine, là, ça, là, c'est un no-brainer. C'est automatique. C'est sûr et certain que les clients sont prêts à payer pour ça. La salle de bain, même chose. C'est la même place que quand tu achètes une maison. Où est-ce que le monde sont prêts à payer? Ou sur quoi sont prêts à payer plus cher? Quand la cuisine est en état, quand la salle de bain est en état, quand c'est vraiment au goût du jour, c'est impeccable. Même chose pour un locataire. Ton locataire, si tu fournis une belle cuisine, là, puis la cuisine est en bois qui date des années 1950 ou des années tranquilles, c'est sûr certain que si tu y mets une cuisine up-to-date avec un beau dado de céramique, un dosseret, puis tu regardes, puis tu magasines, puis tu mets un beau comptoir, au lieu de mettre un comptoir de stratifié, tu mets un comptoir de granit, tout dépendant du secteur où est-ce que tu achètes. Là. Toujours. Hyper important. Si tu es dans un secteur qui est bas de gamme, on va pas mettre un comptoir de granit parce que tu le récupéreras pas. Mais nous, on a fait un réseau de contacts où est-ce qu'on paye les comptoirs de granit le même prix que le stratifié. Oh! Ah, intéressant. C'est un no-brainer. Là. On paye le granit au prix de 50 $ le pied. Wow. Fait que, est-ce que ça, c'est une grosse valeur ajoutée? Ben oui. Énormément. Ouais. Ça, ton locataire va être prêt à payer pour ça. J'ai un de mes clients qui est en train de le faire présentement. Là. Il a acheté dans un secteur, il est tout en train de rénover ça, qualité condo. Il a même rien sonorisé entre chaque étage. OK. Wow. OK. Ça, c'est Comment un tu autre trouves, chose. comment tu trouves un réseau de contact de même pour avoir des prix? C'est parce que tu as une belle gueule ou c'est parce que tu tiens beaucoup dans le Non, domaine? ben, je suis gentil. Non, je m'intéresse beaucoup, fait que je fais énormément de recherches. Je regarde beaucoup sur Facebook. Je suis très présent sur les mordus. Je regarde toujours les références aussi. OK. Je me suis toujours intéressé à ça, fait que veux pas. Dès que je suis sur Internet, si je vois une place où est-ce que ils distribuent justement des matériaux de construction à rabais, je vais le sauvegarder. OK. Le granit, c'est en utilisant notre réseau de contacts, d'investisseurs, d'amis, de ci, de ça, qui a deux de mes amis, dans le fond, qui étaient des clients au départ, mais qui sont devenus des amis. Ils font beaucoup de flips. C'est eux qui nous ont mis en contact avec la référence, qui a les comptoirs de granit à 50 $ le pied. Plus ou moins 50. Là. Des fois, ça peut aller plus élevé, dépendant de la couleur, dépendant de l'épaisseur et de tout. Là. Puis il y a aussi Rock Arts, qui est une place avec qui on fait affaire à Pointe-Claire, qui a des aussi bons prix. Fait que c'est en magasinant et en m'y intéressant. Et Wow, tantôt, OK. tu nous parlais de ton système de gestion que tu as trouvé comme un Dream Team. Puis moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites à partir de Blainville pour gérer des immeubles qui sont à Saint-Césaire. Puis ça, faut donner à César ce qui appartient à César. Ça, c'est pas moi, c'est ma mère. Ma mère s'est créé un système là, incroyable. Elle a rentré toutes les bases de données. Puis ça, d'ailleurs, elle a utilisé Proprio Expert, qui est un logiciel hyper puissant pour faire la gestion des immeubles. Il y a aussi Side Manager qui a été créé par un investisseur d'envergure qui est les deux alternatives, selon moi, qui sont hyper intéressantes. Et je sais qu'il y en a d'autres. Je les connais pas toutes, là, mais il y en a d'autres. À partir de ça, elle a rentré toutes les données de chacun des locataires, leur numéro de téléphone, leur adresse et tout. Elle s'est trouvé un homme à tout faire qui est aussi entrepreneur général, qui fait des factures, puis il y a toute la liste des locataires, au complet de A à Z. Dès qu'il y a un locataire qui appelle, « Hey, j'ai une petite affaire qui est la toilette à coule. » Elle appelle son homme à tout faire, elle dit « Telle madame, tel numéro de logement, sa toilette à coule. » Parfait.
Elle a pris une entente avec son entrepreneur qui envoie des photos avant, après. OK. Même chose. Fait qu'il va sur les lieux, prend la photo, il l'appelle. Oui, finalement, c'est ça. J'ai décelé l'anomalie. Ça pourrait être réglé de telle façon. Est-ce que tu me donnes le go? Oui, je te donne le go. Prends la photo avant, prends la photo après, envoie la facture, c'est réglé, elle la paye. Wow, fait qu'elle n'a pas à se déplacer. C'est bon, ça. Exact. Mm. Elle a approché aussi une de ses locataires, parce que les locataires, au bout de la ligne, elle est là depuis très longtemps. Puis elle l'a approché, puis elle a dit, est-ce que tu serais ouverte à faire visiter les logements? Parce que je peux pas me déplacer tout le temps. Ouais. Quand il y a un logement qui se libère, là, est-ce que tu serais prête à ce que toi, je te rémunère un montant X? Ça, d'ailleurs, la rémunération, là, un excellent truc, qui est une déduction fiscale. Certificat cadeau. Elle donne un certificat cadeau à chaque fois qu'elle loue un logement ou à chaque fois qu'elle se déplace, elle y envoie des montants de certificat cadeau X qui étaient déductibles d'impôts. Puis la cliente exactement, la locataire, la cliente, est hyper contente à chaque fois. Fait que c'est elle, dans le fond, qui va faire visiter les logements. Puis là, avec l'expérience qu'elle a acquis au nombre d'années qu'elle fait ça, là, maintenant, elle remplit même les enquêtes de prélocation. Puis ma mère est même prête à y faire remplir les baux. Wow, méchant bon truc, honnêtement. Là. Certificat cadeau, je viens de le noter sur mon papier. J'avais pas pensé à ça. Parce que ça, c'est une déduction automatique. Parce que si tu donnes un rabais sur le bail, tu viens d'affecter la valeur de ta propriété. Ouais. En effet. Si tu as une contre-lettre, là, c'est correct parce que c'est une contre-lettre. Puis si moindrement vous faites ça avec un client qui devient votre concierge ou qui devient la personne source qui fait justement visiter vos logements, absolument faites une contre-lettre. Il faut que le contrat soit résiliable en tout temps. Si jamais vous prenez la décision de vendre votre immeuble, il faut que le prochain ne soit pas obligé justement de respecter ce contrat-là. Ouais. Si lui a le goût de mettre fin à ce service-là, il faut qu'il puisse prendre la décision de le faire. Donc, ça, c'est toujours à prendre en considération. Si vous prenez une entente avec un concierge, un locataire, un client, toujours, il faut toujours que le contrat soit résiliable. OK. Moi, honnêtement, ça me fait peur de faire un peu louer mes logements par quelqu'un d'autre, de faire visiter par quelqu'un d'autre, parce que tu peux pas vraiment voir c'est qui. Tu peux pas avoir ton feeling. As-tu eu des mauvaises surprises? Ça vous fait pas peur un peu? Non, parce que la locataire habite l'immeuble. OK. Est-ce qu'elle a vu qu'il y a des locataires de mauvaise qualité dans ses immeubles? Non. Elle, là, son but, dans le fond, c'est d'avoir la crème de la crème comme locataire autour de son logement à elle. Elle n'a pas le goût d'avoir des locataires à problème. Fait elle, elle file dès le départ. Et maman, elle dit, vas-y au feeling. Si ton feeling, il sent quelque chose, là, dis-moi-le, puis on arrête ça là. OK. Elle, il fait part de son feeling, premier filtre. Deuxième filtre, l'enquête de prélocation exhaustive. Que ce soit la Corpic, que ce soit peu importe l'APQ, peu importe le service qui fait ça, toujours faire une enquête de prélocation exhaustive. Pas l'enquête de crédit. Là. Puis on parlait de quelque chose tantôt. Là. Il y a des danseuses puis il y a des vendeurs de drogue là, qui ont leur crédit pour un salaire plus élevé que le mien. Là. On parlait de ça tantôt? Ah, mais non! Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que le crédit, tu vas juste regarder c'est quoi la capacité financière de la personne. Ça te dit un petite pointe de l'iceberg. On a déjà fait ça au départ, là, juste l'enquête de crédit, puis on s'est ramassé avec quelqu'un qui avait 18 dossiers. Wow. 10 au civil, 8 au criminel. Wow, OK. À partir de ce moment-là, l'enquête de crédit était finie. C'était l'enquête de prélocation exhaustive. Il vérifie le dossier de crédit, le plumitif civil, plumitif criminel, dossier à la régie du logement. Puis non seulement ça, mais nous, on pousse la note puis on demande qui est l'employeur. On appelle l'employeur. On vérifie ça fait combien de temps que le client travaille pour l'employeur. Combien d'heures qu'il fait. Quel est son salaire. On appelle les anciens propriétaires. Souvent, l'ancien propriétaire va dire « Ah oui, c'est la crème de la crème parce qu'il veut s'en débarrasser. » Oui. Mais on l'appelle quand même. Vois-tu, un locataire peut carrément scraper. Fait que je suis content d'entendre ça, que tu fais des enquêtes vraiment poussées, parce que moi, honnêtement, un de mes logements, un locataire a scrappé mon logement. Et si un des propriétaires m'appellerait, je serais content de dire touche pas à ça, mon grand, c'est le pire locataire ever. J'aimerais ça qu'il m'appelle. Ben, moi, je pense que les propriétaires devraient tous s'entraider, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Là. Fait que quand il y a un locataire problème, là, on devrait être transparent et le dire regarde, moi, je te le conseille pas. Pas refiler le problème à quelqu'un d'autre, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Ouais. Malheureusement. Fait que si je comprends bien, Mathieu, c'est vous autres qui faites
les enquêtes prélocation ou vous donnez ça à contrat, puis à qui vous chargez? Est-ce que vous payez l'enquête prélocation ou vous le chargez au locataire? On la paye. La payer? À 40 quelques dollars, là, pour avoir la paix d'esprit, diminuer le temps de gestion, éviter les problèmes, c'est un no-brainer. Ça prend ça. Et puis il y en a qui disent ouais, mais qu'à 45 dollars, si le locataire, ça marche pas, est-tu mieux d'avoir payé 45 dollars ou d'avoir signé un contrat pendant un an de temps, puis après ça, d'avoir tout le trouble pour mettre le locataire dehors si moindrement il est problématique? Ouais. Ouais, j'aime mieux bord de Intéressant. trouble. Ah, c'est sûr et 45 certain. c'est un investissement. Ouais. Et puis là, je sors du coq à l'âne, là, mais pour ce qui est des rénovations, c'est le même principe. Il y en a qui n'ont pas le goût d'investir dans leur logement ou ils voient ça comme une dépense. C'est une création de valeur. L'enquête de prélocation, c'est une création de valeur. On se garantit de ne pas avoir de problème, puis on va aimer l'investissement immobilier. Ça ne sera pas, ben là, j'ai juste du trouble avec mes locataires, Ouais. puis T'es pas ça donc être c'est un brûlé puis investissement. plus aimer l'immobilier. Exact. La personne qui les fait, nous, c'est la Corpic. Ouais. Parce que le groupe, dans le fond, de mes parents a pris la décision de faire affaire avec la Corpic. Il y a aussi l'APQ, puis il y a plein d'autres services, dans le fond, qui existent pour faire les enquêtes de prélocation. Je les connais pas toutes par cœur, mais il y en a plein d'autres. OK. Puis est-ce que Parfait. c'est ta même locataire qui s'occupe de ramasser les loyers aussi? Non. Il y a tous des virements préautorisés. Je dirais 80 à 90% c'est des virements. Il y a des prélèvements directement dans leur compte. Le moins possible de déplacement. Ouais, ça c'est sûr. Chèque post-daté. Idéalement, là, c'est pas d'avoir à se déplacer tout le temps et d'aller chercher du cash-cash. De toute façon, quelqu'un qui paye cash-cash, on peut se poser des questions. C'est vrai. Tant qu'il paye, par exemple. L'important, c'est qu'il paye. C'est ça. Quelqu'un qui. Il y en a qui sont réticents. Il y en a plein, là, puis la majorité de la clientèle du groupe, c'est une clientèle qui est assez vieillissante. Fait qu'il a fallu changer leur façon de penser au niveau justement du prélèvement préautomatique, prélèvement préautorisé. Une fois qu'ils ont été convertis, ils ont compris qu'il n'y avait aucun risque, ils ont accepté. Là. Donc là, la totalité de tes loyers, c'est soit prélèvement ou chèque? Pas la totalité. Pas la totalité. Il y a un certain pourcentage, c'est des chèques. Mais il n'y a personne qui paye cash, c'est ça? C'est ça que je voulais dire. Non. Non. Okay. Donc, tu tu as encore juste quelques chèques à aller déposer au début du mois, mais tu n'as pas à te déplacer à Saint-Césaire ou à Rougemont à aller ramasser des affaires. Exact. Non. Okay. Puis on demande des prélèvements, dans le fond, pour l'année. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose de se déplacer. C'est vraiment pas de mauvaise chose. Allez voir. Ouais, ça c'est vrai. Puis, si vous le faites, là, faites-le pas tout le temps le premier du mois. OK. Ouais, parce qu'ils savent que tu vas venir. Faut pas qu'ils soient prêts. Voilà. Changez vos dates. Déplacez-vous, mais pas toujours le premier. Ouais. À minuit le soir, allez boire dans les vitres. Ouais. Ça, vous pouvez, si ça vous tente, là, ça se peut que vous retrouviez avec des menottes dans le dos, mais ça, c'est votre décision. mais pas de cagoule si tu fais ça. On en apprend beaucoup sur toi, Pat. Là. On sait que tu es un voyeur maintenant. Ça, j'aurais aimé ça que ça reste entre nous, mais c'est pas grave. C'est sorti. Excellent. Peux-tu parler un peu encore des acquisitions? Tu en as fait d'autres par la suite? Oui, dans le fond, là, présentement, il y a un 5 logements qui a été acquis dans le secteur de Montréal, secteur de Ville-Marie. Et il va y avoir une optimisation exhaustive avec des logements qui vont être pas mal mis qualité condo. Vraiment qualité condo, mais à un prix inférieur aux condos locatifs qui sont en construction là, ou des constructions récentes. Ouais. Puis c'est quoi tes critères de sélection, toi, quand tu choisis un immeuble? Toujours, la rentabilité dès le départ. Faut pas. Puis encore une fois, la rentabilité, c'est bien, mais quel est le potentiel d'optimisation? C'est la chose la plus importante. Quelle valeur je peux créer avec l'immeuble? Quelle est la dimension des logements? Est-ce que c'est tout du 2,5, du 1,5? Si c'est le cas, moi, mon profil, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est du temps de gestion, c'est extrêmement long, c'est exhaustif, puis non seulement ça, ça demande des mises de fonds plus élevées. Fait que, 1, le potentiel d'optimisation, création de valeur. 2, quel est le type de logement? 3, en tête de liste avant ces deux-là, la localisation. OK. Localisation. Le secteur de Ville-Marie est bien, oui, mais c'est bien parce que il y a le transport en commun qui est à moins de 800 mètres. On a un parc gigantesque directement à côté. Et on est à moins de 10 minutes du centre-ville.
Voilà. Location, location, location. Demandez à n'importe qui a réussi dans l'immobilier, c'est la première chose qu'il regarde en tête de liste. On l'entend souvent, celle-là. Ouais. Et voilà. Puis tantôt, on parlait location, location, quand on parlait de Saint-Césaire. La démographie là, est hyper importante à analyser si vous sortez des grands centres. Fait que location, tête de liste. Potentiel d'augmentation, en deuxième. La rentabilité, oui, c'est important, surtout si vous avez un montant X qui n'est pas très élevé. Parce qu'au bout de la ligne, il ne faut pas que vous sortiez d'argent à tous les mois. Là. Voilà. C'est pas l'objectif. Évidemment. Il faut qu'il y ait une liquidité générée dès le départ et un potentiel d'augmentation. Quand tu parles de potentiel d'augmentation, tu as parlé tantôt de rénovation des logements. Est-ce que tu en as d'autres? Oui. Comme je disais tantôt, c'est de proposer aux locataires d'optimiser leur logement pendant qu'ils sont présents. Oui. On va créer des terrasses à l'arrière. OK. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à Montréal? D'espace. Des terrasses. Ouais. La majorité des constructions récentes, c'est quoi? C'est des petits balcons qui font 4x4 ou 8x4 ou qui sont des très petits balcons. Les balcons qu'on va créer à l'arrière de cette propriété-là vont faire 27 pieds de large par 15 pieds de profond. Puis ça vaut la chandelle. Tu peux mettre assez cher le loyer pour que ça rentabilise tes rénovations. Oui, mais c'est pas ça qui fait qu'on peut le louer aussi cher. C'est le fait qu'on les met qualité condo. On change la disposition des pièces. La majorité des immeubles à Montréal, quand tu rentres dans le logement, tu tombes face à un mur qui est le couloir qui mène aux pièces. OK. Très fréquent. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Cette pièce-là, justement, quand on rentrait, la première chose qu'on voyait, c'était un mur qui était une des chambres. Le salon était situé à la face, en avant de la propriété. Moi, je trouvais ça illogique qu'on tombe face à un mur parce que le monde il aime les aires ouvertes maintenant. Ouais. Oui, énormément. C'est ça la demande, puis c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Puis les locataires, c'est des clients comme des acheteurs. Ils vont avoir les mêmes exigences, ils vont s'attendre pas mal à la même chose. Surtout les locataires que vous voulez attirer. Les locataires de qualité vont avoir des goûts un petit peu plus haut de gamme que les locataires qui payent 500-600 pour des loyers. Ouais, ça c'est Donc, sûr. Nous, on a pris la décision justement de faire affaire avec un architecte qui nous a fait voir des choses. Puis moi, j'y avais parlé justement d'enlever ce mur-là et de rendre cette pièce-là le salon. Comme ça, tu rentres sur un espace ouvert. En plus, le mur n'est pas porteur. Donc, on enlève ce mur-là. La pièce en avant qui était le salon, qui était de très bonne dimension et qui avait un garde-robe, va devenir la chambre. Donc, tu rentres directement sur le salon. La salle de bain qui était directement à côté de la cuisine, on enlève la salle de bain, on la redéplace, annexée au salon. Donc, on double la dimension de la cuisine. Puis, il y avait un espace entre la chambre et la cuisine qui devient la salle à manger. Fait qu'on se ramasse avec un 4,5. Oui, qu'il n'y a pas 2 chambres fermées, mais il y a énormément de professionnels qui cherchent des logements de ce type-là. Ouais. OK. C'est pour ça qu'on fait ça. On a totalement changé le layout du logement. Là. Il est entièrement refait. Autre chose qu'on fait dans cette propriété-là, c'est un 5 logements. On s'est informé aux yeux de la ville quelle était la réglementation au niveau de l'aménagement d'un 6e logement au sous-sol. Parce que quand on l'a visité, il y avait des plafonds de 9 pieds à la poutre au sous-sol. OK. Il y avait 9 pieds de dégagement au sous-sol. Eux autres, ils l'utilisaient comme garage et comme rangement, les anciens propriétaires. Tous ceux qui ont visité avant nous n'ont pas vu ça. Ils ne l'avaient pas vu, ça, l'aménagement du 6e logement. OK. Donc, si on a 9 pieds à la poutre, on a entre 10 à 11 pieds et demi au solive du plancher de l'étage du rez-de-chaussée. Est-ce qu'on pourrait aménager un 6e logement? Je pense que oui. Ouais. Oui, hein? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé l'offre, on a gelé la propriété, on a mis une clause de visite et de vérification des documents. Pendant cette vérification des documents-là et pendant la vérification et l'analyse du dossier, on s'est déplacé à l'urbanisme, dans l'arrondissement de Ville-Marie. On a approché l'urbanisme, on leur a dit quel était le projet. Ils nous ont fait part des réglementations municipales. Elle a même amené un des architectes qui nous a fait part de choses à prévoir et à penser. Les terrasses à l'arrière, nous, vu que c'est un secteur, vu que c'est à Montréal, c'est beau, les balcons en bois et tout, c'était notre objectif. L'architecte a dit, oubliez ça, il faut absolument que ça soit des matériaux coupe-feu. Donc, oubliez ça. Même le revêtement des balcons, il faut qu'il soit coupe-feu. OK. Donc, là, ça a changé notre tir parce que faire des balcons en bois, ça te coûte pas mal moins cher que faire des balcons en aluminium. C'est déjà ça, je pensais. Ouais.
la facture du balcon en aluminium, là, surtout pour des terrasses de cette dimension-là, là, c'est vraiment élevé. Ouais. Fait qu'en faisant les analyses qu'on a faites, puis en se déplaçant à l'urbanisme, on a réalisé qu'on pouvait l'aménager, le 6e logement. OK. Fait que c'est ce qu'on va faire. Donc, on fait affaire avec un architecte. Lui, il va vraiment tout aménager le tout. Il est très présent à Montréal. Ça, c'est une autre chose. Si vous attaquez un secteur, faire affaire avec une équipe qui est habituée de travailler avec ces secteurs-là. J'imagine. Oui. Hyper important. Donc, lui, il est habitué de travailler avec Montréal, il est habitué de travailler avec l'urbanisme de peu importe les arrondissements. Fait que lui, il est en train de travailler justement l'aménagement du logement au sol, puis il travaille conjointement avec l'urbanisme pour être sûr que ça se fasse approuver. OK. Puis est-ce qu'il a fallu que tu augmentes les grosseurs des fenêtres? Est-ce qu'il a fallu que tu fasses des travaux de même? Oui. Puis ça, d'ailleurs, autre chose, là, les immeubles à Montréal, la majorité n'ont pas de drain français. Majorité. On parle de drain français, là, vite, vite. Vite, je connais ça. Il y en a beaucoup. Ouais. Non, pas. La majorité des immeubles ont des vieilles fondations qui ne sont pas imperméables. Ouais. Donc, avant même d'aménager le logement, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va imperméabiliser la fondation. Ça, c'est... Bon move! J'adore ça, entendre ça. Il va y avoir une injection de capital qui va être vraiment importante. On ne parlera pas de montant, là, parce que je ne veux pas embarquer là-dedans. Je ne suis pas sûr que les partenaires seraient très à l'aise. Fait que, il va y avoir une injection de capital qui va être vraiment importante dans le sous-sol. Donc, ça serait illogique de ne pas imperméabiliser la fondation avant de faire l'injection de capital puis avant d'aménager le logement. Là, on a accès à tout. On a accès à Futine, on a accès à tout. Ouais. Comment tu vas t'y prendre justement pour Puis dis-moi, ton immeuble, est-ce que c'est isolé, jumelé, en rangée? Parce que ça change quand même la différence aussi de ce que tu vas faire. Il est en rangée. Vas-tu aller avec un drain intérieur ou extérieur? Ça, c'est une excellente question. J'ai la forte impression que, vu qu'on casse la dalle au complet, parce qu'on casse la dalle et on la refait, on va mettre une dalle isolée, puis ça va être une dalle chauffante. Donc, j'ai la forte impression qu'il va être refaite de l'intérieur. OK, un drain intérieur. OK, si je te pose la question, je connais pas ça, les drains, moi. Non, du tout. Petite question de même, as-tu aimé le petit gars qui a fait ton drain dans ton flip à Laval? Énormément, puis je l'aurais faré les yeux fermés. Excellent, je voulais pas me plugger de même, mais là c'est fait, je me suis plugué. Patrick, drain français Milo. Ah non, c'est même qu'on m'appelle, hein? Ouais. C'est mon deuxième nom. Ouais. Sincèrement, je t'aurais faré les yeux fermés, sûr et certain. Puis je connais quelqu'un d'autre, justement, qu'on connaît très bien, qui a fait affaire avec toi, puis qui a été impressionné, justement, de ton service. Non, on n'aimera pas non. Je pense que son nom, c'est Jean-François Tremblay. Je suis pas certain. On connaît pas. Non, je connais pas. Ça me dit rien. Est-ce que tu ferais? Oui, puis c'est que tu n'es pas là, justement, pour vendre la totale. Tu vas conseiller en fonction de la réalité. Est-ce que je te référerais oui les yeux fermés? C'est rendu une plug pour Patrick, là? C'est pas mon podcast, là. Fait que on va parler du restant. Avais-tu d'autres affaires à dire élaborées sur les travaux que tu avais à faire sur ton logement? Ben, c'est de la logistique. Parce que là, on a un logement qu'on va totalement changer l'aménagement. Au 3e étage, il y a un locataire au 2e. Donc, on va changer de la plomberie, on va changer l'électricité. Donc, on va approcher les locataires, les clients qui sont restants dans l'immeuble pour les avertir qu'on est en train d'optimiser les logements. On va même leur donner une petite bouteille de vin, tu sais, hey, by the way, on s'excuse pour le bruit qu'on va faire. Puis oui, on va avoir à venir dans vos logements. Puis oui, on va peut-être faire un petit peu de bruit, de la poussière, des choses comme ça. Mais ça va être juste bénéfique pour vous. C'est bon, là, je trouve ça intéressant de les approcher d'avance comme ça pour leur dire « Hey, je m'excuse, voici une bouteille, un petit cadeau. » Puis tu prends d'avance. Hein. Je connais d'ailleurs un entrepreneur qui est très présent sur les mordus qui fait ça. Puis tous les projets qu'il fait d'optimisation, il met une pancarte sur son grillage de chantier qui met nous respectons le voisinage, nous sommes désolés du trouble que ça peut causer ou du bruit que ça peut faire. Ça, là, c'est plus qui fait que tu vas t'éviter d'avoir des plaintes, puis tu vas t'éviter d'avoir des problèmes, tu vas t'éviter aussi d'avoir une mauvaise relation avec tes voisins. Ouais. Les voisins, c'est des immeubles à revenus. Ça peut devenir des prospects intéressants qui peuvent prendre la décision de vendre dans les prochaines années. Est-ce que c'est bon d'être toujours resté en bon terme avec eux autres? Oui. J'adore ça. C'est exactement ce que je fais, moi, dans les maisons, parce que j'ai plus fait des maisons, mais
je vais voir le voisinage, puis je leur dis bonjour, je me présente, puis je leur dis s'il y a quelque chose, venez me voir. S'il y a des travaux qui vous dérangent, venez me voir. Ça évite aussi qu'ils aillent à la ville, qu'ils fassent des plaintes à PCHQ ou whatever. Fait que C'est ça la peut clé éviter du bien du succès. trouble. Hein. Tu La leur clé dis du viens me succès. voir s'il y a quelque chose. Exact. J'aime mieux que tu viennes me voir que tu appelles la ville ou que Ouais, exact. tu as un inspecteur de la ville qui vient de me voir. Moi, j'aime mieux qu'on soit transparent et qu'on se dise les vraies choses. Exact. Fait qu'on on va faire la même chose avec les locataires existants. Ouais, c'est un bon truc, ça. Puis Excellent. dis-moi, t'as l'air d'investir beaucoup là-dedans, puis dans le sous-sol. Comment tu penses louer ton sous-sol, puis ça va être rentable dans à peu près combien d'années si tu injectes tant de capitaux que ça? Dès le départ. Dès le départ, hein? Oh, gars Je confiant. vais donner une fourchette de prix, OK? Ouais. Juste pour une idée. Là, puis je ne parlerai pas du montant exact. Là. Il y a proche de 100 000 qui est injecté dans le sous-sol. OK. Proche. Ce 100 000-là, là, c'est 1400 de loyer. On Juste a pour regardé le avec le sous-sol. comparable là, parce qu'on aménage une terrasse à l'arrière. OK. Une belle terrasse pour les locataires. Comme ça, on peut justifier ça parce que, veux pas, tu es dans un sous-sol. Ouais. La majorité Ouais. des logements à Montréal, tu n'as pas de terrasse. Non. Donc, en y aménageant une terrasse, on peut justifier ce loyer-là. Puis, ça va être un logement qui va faire entre 1300 et 1400 pieds carrés. Fait qu'on pourrait le louer plus cher que ça. Ben ouais. Mais le but, c'est pas non plus d'exagérer. Donc, on a regardé les comparables. On a utilisé d'ailleurs le logiciel qui est, selon moi, un must. Ziplex. Zipplex, qui est Danny DiVincenzo qui a parti ça. Là. On salue Danny. Salut Danny. Tu peux rapidement regarder exactement quels sont tes comparables dans le secteur puis quelle est ta compétition. C'est ce qu'on a fait, puis on a établi qu'à 1400, on était vraiment dur à battre. Ce 1400-là, si on fait x12, ça donne un montant X, et le MRB du secteur est d'environ 15. Si on fait le calcul, ça donne entre 230 et 254 000 d'augmentation de valeur pour une injection de environ 100 000. Excellent. Donc, ça. le calcul est bon, j'aime ça. On appelle ça un retour sur investissement. Ouais. Assez important, puis un retour sur investissement instantané d'environ 150 000. Ouais. Fait que pas de coup de tête, tu calcules vraiment tes chiffres, parce que je comprends, tu calcules vraiment tes chiffres, puis c'est vraiment ça qui arrive, fait que t'as pas de surprise en tant que tel. Oui, puis tu sais, vous parlez souvent dessus, là, c'est nous, là, c'est vraiment notre équipe, puis oui, il faut vraiment, avant d'embarquer dans un projet, il faut vraiment l'analyser. Vraiment au complet de A à Z, puis il faut penser faut essayer de penser à tout. On peut pas penser à tout, il y a toujours des imprévus. Il y en a toujours. D'ailleurs, il faut le calculer et le prévoir. C'est ce que j'allais dire, il faut calculer qu'il y a des imprévus. Il faut prévoir l'imprévu. Ouais, parce qu'il y en a l'entrepreneur, admettons que tu fais affaire avec un entrepreneur, le montant X qu'il va vous donner, faut lui demander, est-ce que tu as prévu justement un buffer ou une marge d'imprévu? Si la réponse est non, mais là-dedans. Ouais. Moi, je veux le big picture. Moi, je veux savoir exactement combien je vais injecter. Puis si moindrement, il y a quelque chose à quoi on n'a pas pensé, qui a été calculé dans le devis. Ouais. C'est hyper important. Fait que tu le prévois à sa place. Exact. Autre chose, ça se fait pendant la vérification des documents. Là. Nous autres, ça se fait là, pendant la visite et de vérification des documents. Donc, on a encore le temps de négocier avant d'aller à l'inspection. Puis tu mets combien de temps sur ton offre pour l'analyse des documents, justement? Ça dépend combien il y a de personnes qui sont intéressées par la propriété. Ça dépend si c'est sur MLS, si c'est pas sur MLS. C'est sûr et certain que s'il y a 2-3 offres qui sont en même temps, on ne mettra pas un délai de 7 à 10 jours. Là, ils vont le refuser. On met un délai qui est quand même assez court. La majorité du temps, on met 5 jours pour visite et de vérification des documents, puis on s'accorde 1 à 2 journées additionnelles pour donner le go ou de tout simplement dire on n'ira pas de l'avant, ça ne fonctionnera pas, ou on rappelle le courtier et on lui dit pour telle raison, on veut baisser le prix avec des devis détaillés qui vont justifier la demande de prix la demande de baisse de prix qu'on va demander. Fait qu'on s'accorde un 5 à 7 jours pour faire la visite et de vérification des documents. OK. Fait que ça me donne quand même une bonne idée. Si le projet est plus exhaustif, comme là, l'ajout du 6e logement, on a demandé une extension de délai au courtier, puis il n'y avait pas 12 offres dessus. Fait qu'on elle nous a accordé le délai pour qu'on puisse aller faire les vérifications. OK. C'est vraiment intéressant. Parle-nous un peu, changement de sujet un peu, ton flip. Tu as fait un flip quand même récemment. Ça a-tu bien été? Ça a bien été. Le thinking, pas le thinking, mais la façon qu'on a présenté le projet était hyper intéressante. Nous, dans le fond, on n'a pas acheté la propriété. On a approché le vendeur direct
parce que lui, il est en train d'injecter des capitaux pour la rénover, puis ces rénovations-là étaient... Il est acheté, ouais, il était pas bon. Ouf, que non. Tu sais, là, il y avait du bois sur les murs, là, mais du bois en diagonale là, qui date de 1970. Puis lui, il avait peint ça blanc, puis il disait c'est rénové, c'est beau. Ah, Ouais. moi, je suis capable de faire des rénovations. Exact. Non seulement ça, mais c'est qu'il demandait un prix qui était, selon moi, illogique pour la qualité de la propriété puis pour l'état dans lequel elle était. Ouais. Donc, OK. ça faisait un bout de temps qu'elle était inscrite sur du proprio. Fait que nous, on l'a approché puis on lui a dit qu'est-ce que tu penserais qu'on fasse un partenariat ensemble? Toi, dans le fond, tu t'occupes de la détention, tu t'occupes des assurances. De toute façon, il faut que tu en payes une présentement. La seule chose, c'est que tu vas faire la modification parce que là, ça va devenir une rénovation. Les assurances vont être plus élevées. Il a dit pas de problème, dis-moi ça, je suis prêt à le faire. Puis c'est que ça nous a permis de ne pas avoir de frais de détention. Wow. Ça nous a permis de ne pas avoir à payer justement les assurances. On n'a pas payé de droits de mutation en achetant. On n'a eu aucun frais de détention. C'est hyper intéressant. Mais Oui, revenir en arrière, on aurait préparé notre dossier quand on est passé chez le notaire mieux que qu'est-ce qu'on l'a fait là parce qu'on a eu des petits problèmes. Ben, justement, OK, c'est ça que pourquoi? j'allais souligner parce que ça ressemble un petit peu à un subject to qu'on appelle en anglais. C'est que Ouais. lui, il garde la détention, puis toi, tu t'occupes, dans le fond, des travaux. Fait que si tu peux élaborer sur le genre d'entente que vous avez faite. Parce que j'imagine qu'il a fallu que tu injectes de l'argent pour la rénovation là-dedans. Effectivement, puis encore une fois, vous revenez souvent sur le dessus, là, c'est vraiment nous. Là. Vous, Parce que, vous, on va dire vous voyez. ouais, donc oui, il y a eu quand Ouais. même beaucoup de capitaux qui ont été investis, puis oui, il y a un contrat qui a été signé, vraiment poussé. Là. Ouais. Le moindrement qu'on avait justement, qu'on décelait un problème au niveau du drain français, on avait marqué comme quoi c'était la responsabilité du vendeur. Nous, là, le budget qu'on avait établi, c'est en fonction de la rénovation esthétique. OK. Tout ce qui était non esthétique, c'était la responsabilité du vendeur et c'était bel et bien stipulé dans le contrat. OK. Donc, pendant la rénovation, on a vu comme quoi qu'il y a un petit peu d'eau qui a commencé à percoler à travers le mur de fondation lorsqu'il y a eu des fortes pluies l'année passée. OK. On était en train de refaire le sous-plancher là, dans le sol. Puis il était en train de se faire, puis on a déjà payé pour, mais bon. Là, on a fait appel justement à M. Milo. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Là. Puis, Ah, ici! on a fait faire le drain français de l'intérieur parce que sinon, il fallait défaire tout le paysagement, il fallait détruire les balcons en béton, il fallait tout refaire au complet de A à Z. Puis le drain français a coûté le double ou le triple du prix que qu'est-ce qui a coûté de le refaire de l'intérieur. Évidemment. Donc, on a protégé l'investissement, puis on a demandé au vendeur, il a fait part de la problématique. Et le vendeur, ben, il a payé pour le drain français. Là. Donc, C'est incroyable, ça. tel qu'il était stipulé dans le contrat. Hey, tu payes pas pour les surprises, dans le fond. Fait que là, c'est magique. Ben, Honnêtement, ça, c'est de la créativité à l'état pur. exact, puis ça, il faut le donner à ma mère, c'est elle qui a eu cette idée-là, là, de proposer au vendeur qui reste propriétaire, là, puis de faire la rénovation en ayant le vendeur. La Félicitations, seule Madame chose, Auger. C'est ça, Auger? exact, ouais, exact. Le seul hic, c'est que vous n'avez pas le plein contrôle de votre flip. Faut que vous soyez conscient de ça. Parce que le vendeur va toujours être là. Il est toujours présent, Ouais. puis nous, on l'a OK. embarqué dans le projet comme partenaire. OK. Mais est-ce qu'il habitait pendant les travaux dans le logement? Non, c'était la maison de sa mère. OK. La OK. maison de sa mère. Fait que Moi, non, il l'habitait pas. Ce que je vois, C'est pas Mathieu, là, grave, il puis est toujours présent pareil. ouais. Il venait visiter, il était là pendant que la démolition s'est faite, il était là pendant que les entrepreneurs ils refaisaient les choses. Fait qu'il a toujours été présent tout le long du processus. Fait que si on n'aime pas ça, travailler avec quelqu'un qui est souvent dans notre dos puis qu'on sent son souffle dans notre cou, c'est peut-être pas la clé du succès, puis c'est peut-être pas la OK. façon de faire. Sauf que nous, c'était hyper logique de le faire là parce qu'on a acheté dans un secteur qui était quand même assez haut de gamme, puis les propriétés se vendent assez cher. Fait que le projet n'aurait pas été intéressant si on n'avait pas pu faire ça. OK, je comprends. Fait que lui, il a eu un pourcentage de profit. Exact. OK. Exact. Nous, ce qu'on lui a dit, c'est que présentement, ta propriété, tu peux la vendre X montant. Suite à nos rénovations, suite à toutes les déductions et l'injection de capitaux qui a été injectée et qui a été déduit, tu vas te retrouver avec un montant approximatif entre telle fourchette et telle fourchette. Il dit, je fais plus d'argent. Oui. Qui est embarqué dans le projet. Wow, c'est vraiment hot pour vrai. Fait que dis-moi, Ouais. Mathieu, aussi, moi, ce que je vois comme une crainte là-dedans, puis je parle par expérience parce que ça m'est arrivé dans un subject to,
c'est que est-ce que vous aviez prévu l'éventualité ou est-ce que, exemple, la personne change d'idée, la personne devient inapte, la personne meurt dans des cas extrêmes ou des cas comme ça? Ça, non. Ce qui vient un petit peu Je de la vais être- problématique des Subject-to, puis ce qui m'est arrivé à moi, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça La maintenant personne est que... La Non, personne est la personne décédée. n'est pas décédée, là, c'était une affaire de plantation. Puis Oh. la maison est devenue une pièce à conviction, donc on n'avait plus le droit Ouf. d'altérer la maison. OK. À moins de changer de propriétaire. Fait que mon Subject-to est tombé à l'eau malgré une entente ou malgré ce qu'on aurait pu s'entendre entre moi et le propriétaire. Ça tombe à l'eau parce que là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Effectivement. C'est un cas extrême. Mais je me disais aussi, si jamais le propriétaire actuel qui reste sur les titres meurt, puis là, ça s'en va à À la succession. Mais là, c'est une autre personne qui prend la décision. Fait que c'est important de prévoir ce genre de choses-là. Sincèrement, tu amènes un point qui est hyper important. Puis nous, est-ce qu'on l'a considéré? Oui, on l'a considéré, mais est-ce qu'on s'est backé? Non. Est-ce que c'est une erreur de notre part? Pas une erreur, mais revenir en arrière, est-ce qu'on le ferait différemment? Oui. Totalement. Si je comprends bien, tu perds pas d'argent, dans le fond, tu perds juste le projet quand ça arrive. Tu perds le projet, mais c'est parce que si tu as commencé à injecter tes capitaux, Ouais. Tu es au milieu de tes c'est ça. rénovations, tu n'as pas la pleine valeur. Ouais. C'est ça le problème. là, Fait que tu viens de perdre ton cash. Là. Fait que si tu es rendu à 100 000 mis dans la maison, là, puis il Exact. y a quelque chose comme ça qui arrive, ton 100 000, comment tu vas le récupérer? J'avoue. c'est la question. Donc, si jamais quelqu'un veut faire un Subject-to, prévoyez ces petits points-là qui peuvent être très majeurs. On est au Québec, cette Subject-to, ça va être sujet 2? C'est un sujet A. Sujet A. Sujet A. Ah, Exact. tout? OK, comme Ouais. A. T-O-O. Faites un sujet A. Code anglais à Patrick, TO. C'est sujet A. Hey, je suis pas pire, je suis quand même pas pire. C'est pour tout le monde, pour que tout le monde Oui. comprenne. Oui, exact, oui. Tu as fait raison. Sujet A. Sinon, la collaboration avec le vendeur a été là, tout le long du processus là, exceptionnelle. Ouais. Exceptionnel. Ça a été là, vraiment, là, c'était parfait. Là. Tout roulait, tout coulait. Ça allait vraiment bien. Et il faut aussi, Quand parce on- que, comme tu parlais tantôt, on parle de mariage, là, parce que si tu le mets Exact. conjoint à ton projet, ben, ça devient comme un mariage pour cette transaction-là. C'est pour ça qu'on l'appelait un partenaire. Puis Ouais, ça, c'est d'ailleurs, ça. il a énormément aimé ça. Là. On le prenait pas juste comme vendeur puis comme monsieur qui paye les billes. Là. On l'a consulté pour certaines prises de décision. Il se sentait impliqué dans le projet puis il aimait ça. Puis ça, selon moi, ça a été la chose qu'il fallait faire. Quand on a terminé le projet puis qu'on on l'a inscrit, vu que c'est une maison qui se vendait à un prix quand même assez élevé, là, au-delà de 500 000, on diminue de beaucoup notre bassin d'acheteurs. Ouais. Ça, c'est sûr, fait que tu augmentes ton délai de vente. Fait qu'on a tout de suite préparé le vendeur, puis on lui a tout de suite dit, je te dis tout de suite, ça peut prendre de 6 mois à 1 an. Dans le meilleur des mondes, on le vend rapidement. Dans le pire des scénarios, ben ça se peut que ça prenne 6 mois à 1 an. Ouais. Fait qu'on l'avait tout de suite préparé. Le gros problème qui est arrivé dans ce projet-là, c'est que les règles hypothécaires ont changé le moment qu'on venait de finir le flip. Ouh. Le 14 octobre. Exactement. Donc, le client qui achetait avant puis qui se faisait préqualifier à un taux de 2,64, qui se faisait préqualifier à 4,64 maintenant. Ouais. Donc, la personne qui pouvait acheter 500 000 ne pouvait plus acheter 500 000. Mhm. Fait que le bassin d'acheteurs qui était déjà très petit s'est ramassé Encore plus vraiment, petit. vraiment, vraiment petit. Fait que le timing était juste pas bon. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Malheureusement, non. 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 Ça a pris combien de temps au final pour le vendre? De mémoire, ça a pris 6 mois et quelques. Qui est quand même 6 raisonnable. mois, T'étais dedans. 6 mois et demi. Mm. On a respecté le délai, mais on a eu énormément d'activités. On a eu 35 ou 36 visites. Ah, oh, OK. Ouais. Ce qui est quand même Ok. assez excellent. Tout le monde est en amour, mais quand tu faisais le calcul, à 4,64, Ça arrivait Fonctionne. plus. C'est dur à passer. Ouais. C'est- Puis est-ce que dans ce Ah, genre de pas. transaction-là, Mathieu, est-ce que c'est toi qui as inscrit les maisons? oui, c'est nous qui l'avons inscrit. Ok. C'est nous qui l'avons inscrit. Puis est-ce que toi, est-ce que tu recommandes aux investisseurs, peut-être novices, qui se posent la question, est-ce que je devrais aller chercher ma licence de courtage? Je devrais-tu être courtier pour être investisseur? Toi, tu dirais quoi à ce monde-là? Bonne question. Sincèrement, c'est une excellente question. Le temps que tu vas prendre pour aller chercher ta licence, c'est du temps que tu ne prends pas pour trouver des opportunités. Est-ce que c'est bon? Oui, mais il y a des frais connexes à être courtier immobilier. Si le moindrement, tu n'aimes pas ce que tu fais dans la vie puis l'investissement immobilier t'a toujours intéressé, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Oui, parce que tu vas poursuivre une de tes passions.
Si le moindrement, présentement, tu fais un bon salaire et tu es bien où est-ce que tu es, est-ce que c'est un atout d'aller chercher le permis de courtage? Non. C'est mieux de te trouver un courtier immobilier qui va fitter avec ta vision, qui va fitter avec toi, puis qui va t'amener des opportunités, puis qui a déjà l'expérience. Selon moi. Ouais. Selon moi. Très bon point de vue. Très bon. Ça achève la fin, là. Une petite question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton livre préféré en immobilier, Mathieu? Mon livre préféré, je pense que je l'ai dit tantôt, il y a Père riche, Père pauvre, qui est selon Oui, moi ça, là, là, tu l'as mentionné. tête de liste. OK. Il y a le livre de Jacques Lépine que j'ai adoré et que j'ai mangé. Lequel? Parce qu'il y en a Euh, plus qu'un, Jacques. le premier qui est sorti. J'ai pas lu les autres, moi c'est le premier qui est sorti. Là. C'est qui donnait vraiment les grandes lignes de l'investissement multilocatif. Ouais. Il y a Le secret de l'esprit millionnaire de T.R. Vecker qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais qui connexe un petit peu avec qu'est-ce que Père riche, Père pauvre Très a bon livre. sorti. C'est vraiment excellent. Ouais. Sinon, j'ai-tu un autre livre que je pourrais conseiller? Par rapport à l'investissement immobilier, non. Moi, j'ai plus des pages à suivre. Grant Cardone, qui est un investisseur immobilier à succès. Ouais. Il y a Dean Graziosi, qui est aussi un investisseur à succès. Qui est un de mes premiers livres, lui, Dean. C'est un des Pardon? premiers livres que j'ai lus, moi, Dean Graziosi. C'est Ouais. un autre excellent investisseur, Ouais. puis d'autres livres qui sont des sources hyper intéressantes. Donc, c'est de s'intéresser à tout. Puis maintenant, avec les podcasts, oui, les livres, c'est bon, mais il y a des alternatives d'être encore plus efficaces que les livres. Ouais. Le podcast Un des livres, podcast. pas de Ouais. podcast. Des podcasts. C'est les pages professionnelles. Comme je dis, moi, là, je suis Grant Cardone, là, puis il a formé un groupe d'investisseurs, ils sont rendus à 4000 unités d'acquisition. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça m'a donné le goût de faire? Quelque chose de similaire à ça. On va faire la même chose. On veut partir un groupe d'investisseurs, puis on travaille là-dessus présentement. Super. Peux-tu élaborer là-dessus, ouais? Ouais, on veut rendre l'immobilier multilocatif accessible. On travaille présentement justement en partenariat avec mes parents, puis on est en train de regarder au niveau de l'AMF quelles sont les réglementations. Est-ce qu'il faut présenter un prospectus? Si oui, quelle est la manière de le faire? On est en train de regarder aussi avec un avocat fiscaliste qui va nous aider justement à monter le tout, question de le présenter à des investisseurs. Puis on travaille aussi en partenariat avec quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas parce que j'aime mieux le garder privé, qui va justement nous aider à monter un prospectus puis à monter justement une présentation qui va rendre attrayante aux investisseurs le projet. On va aussi faire part de l'historique à succès dans le fond, de mes parents, leurs partenaires et moi qui ai des petites parts dans le projet. Donc, on va faire le tour de leur histoire parce que l'histoire vend. Donc, en faisant ça, on va parler justement de quel rendement qu'ils ont réussi à aller chercher en 11 ans. Puis le but est de le reproduire, mais à plus grande échelle et encore plus rapidement et d'une manière plus agressive dans le Grand Montréal métropolitain. Excellent. OK. On va Si je comprends bien, suivre c'est des investisseurs passifs que tu recherches. Ouais. Exact. OK. Exact. Que du passif, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tantôt, si tu as du 10, 15, 20 investisseurs dans un groupe, ils ne peuvent pas tous prendre les décisions. Impossible. Ça ne fonctionnera pas. C'est sûr et certain. Donc, c'est des investisseurs passifs qu'on recherche. Wow. On va te suivre serré là-dessus, Mathieu. Puis justement, si tu peux nous partager la façon que monsieur et madame investisseurs passifs pourraient peut-être te rejoindre. Comment qu'on fait pour te rejoindre, Mathieu? Il y a notre courriel. Il y a info@commercialmultiimmo.ca. Sinon, il y a notre site web www.multiimmo.ca. Sinon, il y a mon cellulaire 514-813-5707. Mais la meilleure manière, sincèrement, c'est vraiment notre courriel. Là. Donc, vous pouvez aller voir sur notre page professionnelle Facebook ou sur ma page à moi à Facebook. Vous avez accès vraiment à toutes les données là-dessus, toutes les informations afin d'entrer en communication avec nous. Sinon, même les messages privés Facebook, c'est excellent. Là. C'est vraiment très bien. Donc, Mathieu Leclerc. Vous allez voir, c'est marqué en gros stratège immobilier en haut. Là. C'est que de l'immobilier là-dessus. Donc, c'est assez facile de voir que c'est moi. Donc, si moindrement, il y a des personnes qui sont intéressées à faire partie d'un groupe d'investisseurs et qui n'ont pas le goût d'investir du temps au niveau de la gestion et tout, et nous, ça va être vraiment un service clé en main. J'adore ça. J'adore ça. Pour la fin, si je te laisse la chance, as-tu des questions encore, Oli? Moi, j'aurais une question qui me chicote vraiment. Là. Je vais la poser. Là. Mathieu, si tu avais un mot ou une chose pour définir qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui n'en a pas? J'adore ça. L'action. L'action.
On Le monde qui over-analyse, là, puis qui over-analyse, puis qui over-analyse, puis qui dépose pas d'offres, puis qui vont pas visiter, puis qui se déplacent pas ses propriétés, ben c'est exactement ce qui s'est passé dans notre propriété, sur la propriété dans le secteur de Ville-Marie à Montréal. Le monde, il analysait, puis ça marchait pas. C'est sûr que ça marchait pas, les revenus n'étaient pas là. Ouais. Mais est-ce qu'ils l'ont vu comme quoi qu'il y avait des plafonds de 9 pieds ou ça? Non, ils se sont pas déplacés. Ah boy. Ok, ils ont analysé et ils ont flushé. Exact. L'over-analyse, là, paralyse. L'over-analyse paralyse. C'est vrai. L'action, déposer des offres d'achat. Vous travaillez en équipe avec un courtier immobilier, là, il vous identifie les propriétés là, qui sont intéressantes. Vous ciblez exactement qu'est-ce qui rencontre vos objectifs. Il y a 5-6 propriétés qui ressortent du lot. Faites les 5-6 offres. D'un coup, là, faites-les toutes. Avec des clauses de visite, vérification des documents, inspection en bâtiment et financement. Déplacez-vous aux propriétés. Allez les voir. En même temps, vous allez savoir le pouls du vendeur. Si le moindrement, il y en a 6 qui vous intéressent, puis il y en a 3 qui répondent, puis il y en a 2 qui répondent pas, on sait tout de suite que les 2 qui répondent pas, probablement qu'ils n'ont pas de marge de négociation. Ouais. Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé dans l'offre? Mais ça, c'est une autre chose. Pas tout simplement baisser les bras s'ils n'ont pas répondu. Communiquer avec le courtier ou communiquer avec le vendeur. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas accepté ou que tu n'as pas répondu en contre-proposition? La majorité du temps, moi, je me fais dire, mon client, il a été insulté. Ouais, mais pourquoi tu m'es pas revenu en contre-proposition avec une réponse puis de me dire, moi, mon client, c'est ça qu'il veut. Est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente? Bien, présentement, à ce prix-là, non. Mais est-ce qu'il serait prêt à accepter une balance de prix de vente? Oui. Ah, ben là, ça devient intéressant. Donc, toujours think out of the box. Quand vous présentez des offres, vous mettez de l'action, c'est là que vous allez discuter avec les vendeurs, c'est là que vous allez discuter avec les courtiers, c'est là que vous allez visiter les logements, puis c'est là que vous allez voir des potentiels que vous n'auriez jamais vus si vous aviez juste analysé, puis jamais rien acheté. J'adore ça. Plein de mots de sagesse. Beaucoup. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, beaucoup d'actions. On a envie de se lancer et d'aller visiter 20 propriétaires après-midi. Go! On le fait! Non, mais c'est ça, là. Tu sais, comme dernièrement, il y en a qui sont sortis dans le secteur de Schlagra, là. La propriété, elle se vend cher, oui. Mais il y a 14 000 pieds carrés. C'est 25 portes qu'on peut subdiviser en 5 immeubles. La personne qui ne voit pas ça, il est trop cher, l'immeuble. Oui, il est trop cher. Mais tu peux l'exploiter là, de manière vraiment importante. Puis si tu te déplaces, si je ne m'étais pas déplacé, je n'aurais pas vu ça. La clé du succès. Voilà. J'adore. Fait que Mathieu, je te laisse la chance pour la fin de te plugger un peu. C'est pour tes services de courtier immobilier. C'est quoi tes secteurs? C'est quoi? Tu travailles-tu plus avec des acheteurs, vendeurs? Présentement, on travaille majoritairement avec des acheteurs là, parce que ça demande énormément de temps. Notre but, c'est justement d'aller chercher le maximum de vendeurs. Là. On est rendu 3 à nos bureaux. Moi, je vais travailler conjointement avec la nouvelle partenaire qui travaille avec nous pour me concentrer sur les acheteurs. Puis ma mère va se concentrer sur la prospection justement de vendeurs, de gestionnaires et pour aller chercher pour faire des matchs. Pour aller chercher justement des contrats de courtage ou pour tout simplement aller chercher des pocket listings. Puis pour pouvoir présenter des opportunités à nos clients acheteurs et aux mordus et peu importe à qui va investir dans l'immobilier afin de les rendre accessibles. Fait que présentement, majoritairement, on fait affaire avec des acheteurs, mais on veut faire un shift aussi vers les vendeurs. OK. Puis dans quel secteur? Grand Montréal métropolitain. On a fait des transactions un petit peu partout à travers le Québec, là, mais je veux me concentrer sur le Grand Montréal métropolitain. Donc, première couronne nord, première couronne sud de Montréal. C'est pas mal ça, notre champ d'expertise. Même si j'ai fait des transactions à Drummond avec une personne qui est incroyable, oui, j'adore ça, mais c'est que ça me demande tellement de temps et tellement de déplacements que je veux vraiment maximiser mon temps. Donc, majoritairement, Grand Montréal métropolitain. Excellent. Puis, tu es beaucoup dans le multi, mais est-ce que les maisons aussi, travailles-tu là-dedans? Malheureusement, non. Ma passion, c'est vraiment l'immeuble de revenus, c'est vraiment la création de valeur, c'est vraiment l'optimisation. C'est ma force, c'est ma passion, c'est des chiffres. Donc, c'est vraiment ça qui nous attire. Puis, même chose pour mes partenaires. Donc, c'est vraiment l'investissement multilocatif, multilogement. Pur et dur. Excellent. Excellent. On te remercie, Mathieu, beaucoup pour toute cette information et ce partage-là que tu as fait avec nous autres. Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'opportunité. J'espère que j'ai répondu à des questions. J'espère que j'ai éclairé certaines personnes. Absolument. Même si j'ai sauté beaucoup du coq à l'âne parce que j'ai tellement de choses qui se passent dans ma tête. Oui, on a remarqué. Justement, je pense qu'il va falloir te réinviter. Ça, je t'avertis. On va faire un suivi.
On n'a pas le choix de te réinviter. C'est des informations en or qu'on a eues. Ça va me faire plaisir. Puis si moindrement, vous pouvez impliquer un psychologue, il va peut-être m'analyser lui aussi. Il va peut-être se rendre compte que je suis fou, là, mais bon. On veut pas faire un burn-out à un psychologue. Là. Ben, ça va me faire plaisir, encore une fois, pour l'opportunité. Puis si moindrement, il y a quoi que ce soit que je peux faire pour des investisseurs, ça va me faire plaisir. Là. Excellent. Excellent. Allez, on te remercie beaucoup, Mathieu, puis on te souhaite une belle fin de journée. Merci à vous deux. Plaisir. Bye-bye. Salut. Hey tout le monde, c'était Mathieu Leclerc qu'on vient d'interviewer. Que d'informations! C'est incroyable. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, réécoutez-le 2-3 fois s'il le faut. Ça, c'est la magie du podcast. C'est ça qui est le fun. Vous allez pouvoir le réécouter 1, 2, 3, puis 4 fois. Puis je vous le dis, ça va valoir la peine. Même pas juste celui-là, tous les podcasts qu'on a fait. Écoutez-les 2, 3, 4 fois. Il y a de l'information en or là-dessus. Yes! Fait qu'un petit wrap-up. Regardez. Mathieu Leclerc, investisseur, courtier immobilier, qui nous a parlé de lui, qui fait des investissements avec son groupe. C'était super bon. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez aimé ça. Hey, gang, c'est important. Partagez, commentez, donnez-nous vos suggestions, vos commentaires. Vous pouvez même nous dire si vous avez des gens que vous aimeriez qu'on interviewe. Oui. S'il y a des questions que vous aimeriez qu'on pose, s'il y a des choses comme ça, faites-nous en part. Écrivez-nous. Facebook, email. Écrivez-nous, on est disponible. Puis on va vous répondre. Puis c'est pour vous qu'on fait ça. Fait que faites-nous part de vos suggestions. On aime ça, mais c'est pour vous qu'on fait ça. Absolument. En grosse majorité. Un petit peu pour nous autres, mais surtout pour vous. Un peu. Juste un peu. Voilà. Fait que c'est un super bon podcast. Oui, c'était le podcast numéro 9. Et puis, on va se revoir bientôt pour le podcast numéro 10. Oh yeah! Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous l'écoutez. Et on se dit à la prochaine! Ciao, bye tout le monde! See you!